Bonsoir, nous allons aujourd'hui choisir de vous parler de quelques ouvrages traités dans le Catulut numéro 43. Le premier aura pour titre « Un long chemin vers la liberté ». Il s'agit d'une autobiographie de Nelson Mandela. Nelson Mandela commence la rédaction de ses mémoires en 1974 au pénitencier de Robben Island et l'achève après sa libération en 1990, après 27 années de détention. Né et élevé dans la famille royale des Tembus, après des études faites non sans difficulté, Mandela gagne Johannesburg où il ouvre le premier cabinet d'avocats noirs. Il devient un des leaders de l'ANC, qui prône la non-violence. Devant l'inefficacité de cette dernière et l'attitude des Blancs qui ne craignent rien des manifestants noirs, mais qui, eux, sont violents, Mandela crée un groupe qui va répondre par la violence à laquelle il est pourtant fortement opposé. Dès lors, il passe dans la clandestinité. Capturé et emprisonné, les autorités blanches n'arriveront jamais à le détruire, quelles que soient les conditions de détention. Du fond de sa cellule, il continue son combat pour sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid. Son attitude est toujours digne et force le respect. À sa libération, il tend la main à ceux qui l'ont pourchassé et emprisonné. Son seul but est de faire disparaître ce régime qui humilie les Noirs et ne leur reconnaît qu'un seul droit, celui de servir d'esclaves, puis de mourir. Dans ses écrits, Mandela décrit la situation de son peuple, l'action de l'ANC, explique comment une branche de cette dernière en arrive à des actions violentes. Il évoque ses relations avec le Parti communiste auquel il n'a jamais adhéré, mais dont il partage certaines idées. Il parle un peu de sa vie d'homme, de sa femme Winnie, toujours avec respect et tendresse. Il se dégage de ce livre une force de caractère qui suscite l'admiration. Il est vrai et profond. Lorsque Mandela évalue une situation, il ne se laisse pas emporter par ses sentiments, mais ne considère que le but à atteindre, s'efforçant toujours d'être juste dans ses appréciations. C'est Josette qui a fait cette analyse. La seconde analyse de ce numéro de Catulut s'appelle « La passion de la méchanceté », avec comme sous-titre « Sur un prétendu divin marquis ». Et cet ouvrage est de Michel Onfray. À sa manière rugueuse et agressive, n'oublions pas que nous sommes dans une contre-histoire. Michel Onfray s'attache à redonner une vérité au marquis de Sade, à travers l'étude de ses écrits et de sa biographie. Il s'insurge d'abord contre l'idée que l'œuvre n'aurait rien à voir avec la vie, qu'elle serait fiction, et démontre par la vie de Sade que ce dernier a choisi délibérément le mal. Il analyse tout d'abord le phénomène mythologique qui a fait de Sade, au XXe siècle, l'emblème du libertin, libertaire et féministe, émancipateur et républicain, un penseur d'avant-garde. C'est en effet en 1909 que Guillaume Apollinaire préface la parution de la première anthologie des textes du marquis. Ainsi, plus poète qu'historien, plus lyrique qu'historique, il propose la construction d'une légende qui tient lieu d'histoire pendant un siècle. En deux parties, Michel Onfray, le déshonneur des poètes et le déshonneur des penseurs, prend le contre-pied de ceux qui ont mythifié Sade. Il s'insurge contre les philosophes surréalistes qui ont fait de Sade une victime, un vertueux, alors qu'il fut un bourreau avéré, un vicieux revendiqué. L'auteur veut démontrer que Sade n'est pas qu'un littéraire, il est philosophe, développant le concept de l'isolisme. Il n'y a ni bien ni mal, tout est atome. Il n'y a pas de libre arbitre. Il faut laisser la nature. Mais la culture peut entraver le déterminisme. Il introduit donc le libre arbitre et la responsabilité. Au peuple, il laisse le fatalisme. À la société libertine, la jouissance de choisir le bien ou le mal. Sade choisit le mal. Il ne prédit pas le mal du XXe siècle, mais il dit le mal de son époque. Marie-Antoinette. La troisième évocation de ce Catulut sera le paradis un peu plus loin.
un ouvrage de Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature en 2010. Il s'agit ici de l'histoire de Flora Tristan et de Paul Gauguin, deux personnages réels dont la biographie est complètement respectée. Le titre nous trace les thèmes majeurs du roman. Le paradis, symbole de pureté, recherche d'innocence, de liberté, de nature sauvage pour Gauguin, de justice pour Flora, sa grand-mère. Le lecteur voyage beaucoup avec les deux protagonistes. Trouveront-ils leur bonheur ? Là s'installe la frénésie inassouvie des deux héros, leur quête sans fin. L'œuvre est épique par l'étendue des lieux, le choix, la durée, un siècle, par la densité de l'action. Vargas Llosa déploie un style flamboyant dans une fresque gigantesque. Sur le plan géographique, des paysages à couper le souffle. Des continents s'ouvrent à nous. Le voyage nous mène sur des terres lointaines. La durée chronologique est inouïe. Plus d'un siècle, de 1800 à 1913. Il s'en dégage une impression d'infini, un souffle puissant, une sensation d'universalité. C'est un roman épique aussi, parce qu'il flatte au passage le genre qui exalte les situations de guerre et de violence, comme la révolte des Canuts de Lyon en 1831. Cette œuvre est ancrée dans le réel par le détail, par la précision des dates, des événements, des réalités sociales. À travers Flora, l'auteur montre l'ébauche de la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme. En effet, cette passionnariat a lutté pour être une femme qui vaut pour elle, et non comme appendice de l'homme. Elle a lutté pour le droit au divorce et contre toute forme d'esclavage. Pour elle, le sexe est un instrument majeur de l'exploitation et de la domination de la femme, y compris dans le mariage. Elle dénonce la vie des prisonniers forçats à Toulon, plaide contre la peine de mort, déjà. Elle se révolte contre l'état d'indifférence des maîtres envers leurs domestiques. À sa suite, Llosa s'attarde sur la description de Londres en 1839, où avec le même travail, un enfant gagne 8 cents, une femme 75 cents et un homme 1,50 livre. Paul, son petit-fils, connaîtra, un siècle plus tard, la misère des esclaves, des nègres, des prostituées. Il tentera de dénoncer le venin de l'argent. Dans ces îles perdues, il y a aussi la corruption des religions, des luttes acharnées entre les cultes protestants et catholiques, la curiosité malsaine, potinière, frivole de la bonne société, tandis que se développent les maladies indigènes dans la plus parfaite indifférence des Blancs. La peinture sociale de Llosa est sans concession. Outre le caractère autobiographique, le lecteur, amateur de peinture, retiendra les chefs-d'œuvre de Gauguin, qui sont ici commentés par le peintre lui-même. Llosa, utilisant le procédé littéraire du dialogue intérieur, nous rappelle que l'art dépasse la réalité. Les couleurs sont toujours en accord avec l'intime. Donc le soleil peut être noir, les nuages verts. Les tourneselles de Van Gogh sont un halo d'or pur. Les formes sont toujours celles de la mémoire. En expriment donc les vérités secrètes. L'art, avant d'être la reproduction de la nature, est une création, une sublimation, une expression globale de la culture, de l'intelligence, des instincts, des croyances. L'œuvre de Gauguin est l'expression d'une quête de pureté, de perfection. Son œuvre représente les forces obscures venues du fond de l'âme, le bouillonnement des passions, la fureur des instincts. Tout le talent de l'analyse sociologique de Vargas Llosa tient dans la dissection rigoureuse des maux et des vices de la société, dont la vérité permanente traverse les siècles. Rage, fureur, intensité dramatique se dégagent de ce roman envoûtant par une composition polyphonique. À travers le personnage de Gauguin, dont l'art est un cri de révolte contre notre monde étriqué, Vargas Llosa nous parle aussi de sa lutte douloureuse pour un monde meilleur, car le paradis est toujours plus loin, trop loin. À la fin de ce roman, nous attend une belle nostalgie et une grande leçon de liberté. C'est signé de Nicole Bonardo.